dérapage. Bonjour. Bon, alors, de quoi voudrais-tu parler? Veux-tu parler de ta dyspraxie, de l'autisme, de ce qui te dérange dans ton handicap de tous les jours? Choisis un thème et on débat dessus. De ma dyspraxie. De ta dyspraxie. Donc, Siggy, as-tu moyen de faire le partage? Voilà. Les troubles spécifiques des apprentissages. Qu'est-ce que la dyspraxie? Bon, bah, les gens, ils peuvent lire. La dyspraxie est un trouble spécifique des apprentissages qui touche à la planification et la coordination. Si, c'est noté, donc on peut parler. Les gens, si ils sont sur un téléphone comme moi, il faut qu'ils aient une bonne vue. Mais bon, voilà, ça explique bien ce que c'est que la dyspraxie. On parlera après, je pense que c'est plus simple, sinon entre ça et tout, c'est pas agréable à se concentrer pour parler. C'est vrai. De toute façon, c'est rapide en plus. En plus, on n'entend pas beaucoup. Ouais, moi j'ai augmenté le son. Le diagnostic de dyspraxie est posé par un médecin neurologue à partir d'une batterie de tests réalisés chez des professionnels. Neurologue, c'est pas vrai. Ainsi, un bilan psychométrique et un bilan ergothérapeutique seront indispensables à son diagnostic. De même, un bilan orthophonique et ophtalmologique seront nécessaires. La dyspraxie est un trouble ordinaire qui touche 6 à 8% des élèves français. Avec une bonne prise en charge, l'enfant développe des stratégies de compensation qui lui seront précieuses tout au long de sa vie. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant ou avec l'enseignant de votre enfant. En fait, faire l'hypertest, c'est vraiment des vidéos courtes. Voilà. On peut définir l'autisme comme un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire un trouble qui va toucher l'enfant extrêmement jeune après la naissance, peu de temps après la naissance, et qui est associé à des anomalies de son développement cérébral, ce qui explique pourquoi on joue sur le terme neuro. Marie-Pierre, on va parler de quelque chose d'important chez les enfants qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme, c'est l'alimentation, oui. Parce que ça revient 3 fois par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme ont, au niveau sensoriel, comme ça a déjà été abordé, une vigilance qui est un peu plus grande que les autres enfants, particulièrement au niveau de la stimulation orale. Est-ce qu'on doit forcer nos enfants à manger ou Non. on doit leur donner les 2-3 menus, là, ce qu'ils mangent assurément? En fait, ça, c'est les deux comportements qu'on veut essayer d'éviter le plus quand on essaie d'amener les enfants avec un TSA à manger. OK. Premièrement, on veut jamais forcer un enfant à manger. On veut que le repas reste un moment qui est agréable, qui est plaisant. Quand on force un enfant à manger, on finit par amener une association négative et plus les repas vont être des périodes qui vont être catastrophiques. OK. L'autre chose, aller vers les 2-3 aliments qui sont aimés, c'est la stratégie qui est la plus utilisée par les parents. La plus facile. C'est la plus facile. C'est juste que plus ça va aller, plus l'enfant va exiger seulement ces Il va aliments-là. être en rigidité alimentaire. Et tout à fait jusqu'à temps qu'il se tanne de ces aliments-là. Puis là, il va perdre ces aliments-là dans son répertoire alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, dans ces repas-là même, il faut qu'il y ait au moins un aliment que l'enfant va aimer. Il faut continuer de présenter des aliments que l'enfant ne veut absolument pas manger. OK. Parce que des fois, Même s'il touche pas. Même s'il touche pas. Il faut commencer en bas de l'échelle. Il faut commencer par juste que l'enfant tolère parfois ces aliments-là dans son assiette. Et des fois, seulement cette étape-là va être difficile. OK. En fait, on peut dire que ça comporte jusqu'à 32 étapes pour manger. De s'asseoir à la table à manger, il y a tolérer les aliments dans son assiette, commencer à interagir, par exemple les piquer avec la fourchette. Ça sent aussi donc l'odeur, goûter, puis finalement manger. Puis tout ça se décline en plus petites étapes. Ça a l'air difficile, mais c'est comme ça qu'on peut vraiment plus facilement amener les enfants à manger. Ça me rassure ce que tu dis là, parce que je me dis, OK, alors ce que je vis, c'est normal. Pour comprendre l'autisme, il faut commencer par faire tomber certains préjugés.
L'autisme est un trouble précoce du développement neurologique entraînant un handicap plus ou moins sévère qui n'est pas forcément visible immédiatement. On parle de spectre de l'autisme avec des degrés d'intensité et des caractères différents pour chaque individu. Une apparente indifférence aux autres ou le fait d'avoir du mal à comprendre et à se faire comprendre peuvent refléter ce manque de moyens pour communiquer et appréhender les règles de vie en société. Ces difficultés peuvent également masquer les problèmes somatiques car un enfant ou un adolescent autiste n'exprime pas forcément les douleurs ou les besoins qu'il ressent. Pour une personne autiste, la perception du monde qui l'entoure peut être démultipliée par des troubles sensoriels. Un environnement bruyant, une lumière trop vive ou une odeur désagréable peuvent devenir oppressants et créer une réaction de stress très forte, menant à des accès de peur ou de colère. Ces comportements sont perçus à tort comme agressifs ou capricieux. La punition n'apporte alors aucune solution, car elle renforce le stress ressenti et aggrave la situation. Pour adapter son approche à un enfant ou à un adolescent autiste, l'aidant doit avoir une attitude bienveillante et une bonne connaissance des troubles de l'autisme. Prenez le temps d'échanger avec les professionnels référents et la famille, qui connaît les particularités de son enfant, ses centres d'intérêt, ses anxiétés et les programmes ou les outils qui fonctionnent selon les situations rencontrées. Ben là, je suis 100% OK, peut-être pas toi, mais moi, je suis 100% OK avec ça. C'est la Saint-Valentin. J'ai toujours voulu fêter cette fête parce que c'est la fête des amoureux. J'aimerais parler des émotions chez les autistes. Les gens ont pour habitude de penser que les personnes autistes n'ont pas de sentiments. En fait, elles en ont comme tout le monde. C'est juste qu'elles ne savent pas toujours bien exprimer. Par exemple, mon visage ne montre pas toujours ce que je pense vraiment.